Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui toujours en vacances comme vous le voyez avec le décor pour parler de la finale de la Coupe du Monde des clubs perdue par Paris. Paris qui a peut-être été magique pendant 6 mois, hein, depuis janvier, c'est assez exceptionnel ce qu'ils font, mais cette magie-là, elle a cessé de fonctionner aujourd'hui. Ça arrive, franchement, même si je suis déçu d'avoir perdu, je vais pas me plaindre, on a fait une saison magnifique, il n'y a rien à dire, mais il faut quand même revenir sur ce match et surtout voir toutes les lacunes qu'il y a eu à plein d'endroits et dont je parle depuis des fois plus d'un an et qu'on voit ici et qui sont surtout préjudiciables parce que autant des fois il y avait des gens et des stratégies qui permettaient de rattraper ces erreurs-là, autant ici ça n'a pas été le cas. Alors déjà il faut commencer par dire un truc, il faut saluer la stratégie de Chelsea qui a marché. Le Paris Saint-Germain, un peu comme face au Bayern, ils ont goûté à leur propre médecine. C'est-à-dire qu'on a eu une équipe de Chelsea qui a tout de suite pressé très haut, qui nous a mis en difficulté. Voilà, c'est pas une équipe qui s'est amusée à attendre bloc bas qu'on avance et puis marquer en contre-attaque. Oui, ils ont marqué en contre-attaque, c'est clair, mais par contre, ils ont fait chier nos défenseurs. Ils ont pressé, et les milieux de terrain aussi. Ça a été véritablement problématique. C'est ouf de se dire qu'une équipe comme Paris, qui presse en permanence, c'est leur stratégie principale, j'exagère, mais vous avez compris l'idée, et voir que cette équipe du Paris Saint-Germain qui a fait de ce pressing sa force, eh ben c'est aussi sa faiblesse quand l'adversaire l'utilise. Comme s'ils apprenaient pas des choses que eux faisaient. Et du coup, je vais revenir un petit peu sur toutes les actions qui ont eu lieu. Alors, comme la qualité de la vidéo est pas forcément excellente, je vais me mettre en petit, et je vais vous me permettre aussi de prendre une partie du débrief que j'ai vu pour parler un petit peu des actions qui sont pour moi problématiques. Alors déjà, on voit dès le début Chelsea qui a vraiment pris les devants. Ils ont vraiment fait en sorte d'avoir le jeu à leur compte et extrêmement vite, ils vont montrer que leur stratégie, elle fonctionne d'une part, hein, et surtout, on va voir la faiblesse de la défense parisienne. Parce que oui, je vais en parler, oui, vous avez l'habitude maintenant, moi, j'aime bien dire quand les défenseurs font des erreurs et tout. Donc ici, sur cette image que vous voyez, il y a un gros problème. Alors je sais pas si ma souris se verra, j'espère, mais quand vous voyez le joueur de Chelsea à gauche qui a la balle ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 défenseurs parisiens qui sont sur lui. Mais regardez ici, là, ce petit joueur-là, il est démarqué complètement. Et en fait, le problème qu'il y a ici, c'est que vous voyez une erreur dont je vais parler à plusieurs reprises, c'est le manque d'agressivité. Putain, il n'y avait que ça dans ce match. Et également, le placement de nos défenseurs qui est catastrophique. Vraiment, je vais pas me répéter parce que je le dis à chaque vidéo, mais je peux comprendre qu'on fasse des erreurs. On rate un tacle, on rate une sortie, l'attaquant a eu une idée auquel le défenseur n'avait pas pensé, et du coup l'attaquant le passe, et tu fais mince. Vraiment c'est dommage, mais bon, ça arrive. Mais la théorie, c'est-à-dire comment je me place sur le terrain, ça, tu n'as pas le droit à l'erreur. Quand tu es un professionnel qui est payé des millions d'euros par mois, ça n'est pas possible. Enfin ça, on va y venir, et donc ça, c'est un peu symptomatique de ce que vous allez avoir en termes de placement défensif, et ce qu'on a en termes de placement défensif depuis le début de la saison parisienne. On n'est pas en train de parler d'une erreur qui a eu lieu pendant un match, parce que je trouve sincèrement que la défense de Paris, elle a été, j'ai toujours dit, hein, vous avez vu mes vidéos, vous le savez, j'ai toujours dit qu'il y avait des gros problèmes de défense à Paris, et ces problèmes étaient compensés par le fait que nos milieux de terrain faisaient un abattage assez violent. Les attaquants pressent haut, ce qui fait que les défenseurs adverses relancent moins bien. Nos milieux de terrain sont au taquet pour soit intercepter, soit carrément chipper le ballon dès le premier contact face au milieu de terrain, ce qui fait que les défenseurs, en fait, ils n'ont pas beaucoup de choses à faire. Je dis pas que c'est des merdes, nos défenseurs. Je dis juste qu'ils ont la chance d'avoir des milieux de terrain qui font un travail formidable, des attaquants aussi, qui font qu'ils ont beaucoup moins de travail à fournir eux. Et ça évite le genre de situation qu'on va avoir à Chelsea, parce que le problème qu'il y a eu dans ce match-là, c'est que Paris s'est laissé surprendre. Paris s'est fait dominer dans quasiment tous les compartiments de jeu. Et clairement, quand je vois ce qui s'est passé au milieu de terrain, c'est pas le même milieu de terrain que ce qu'on a eu l'habitude d'avoir. Déjà, au bout de 10 minutes de jeu, j'étais très inquiet, parce que je me suis rendu compte que Paris, les joueurs, marchaient. Ils marchaient. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent à Paris en ce moment. Paris, ils ont l'habitude d'être hyper dominateurs, ils ont l'habitude de cavaler toujours derrière le ballon pour le récupérer le plus vite possible et tout, et j'ai pas vu cet entrain pendant ce match-là du Paris Saint-Germain. En fait, le début du match m'a vraiment fait penser à France-Argentine. Vous savez, cette première mi-temps qui est totalement dominée par les Argentins, qui nous mettent 1 ou 2 buts, et la France qui est là et qui réagit pas et qui a attendu la deuxième mi-temps, et ben là, c'est littéralement ce que j'ai vu en première mi-temps. J'ai vu une équipe de Paris apathique, qui n'était pas capable de fournir les efforts qu'ils font d'habitude pour avoir le ballon,
pour essayer de passer à droite à gauche. J'ai vu beaucoup de passes ratées qu'on peut voir des fois dans un match au bout de la 80e minute, mais que je vois très rarement dans les 5 premières minutes de jeu du Paris Saint-Germain. Des mauvais contrôles, des moments où ils se comprennent pas, vous savez, genre il y a un appel, ils font un 1-2, et finalement, bah en fait, le joueur il part pas, donc l'autre il fait la passe, et en fait, le joueur est pas parti, donc on l'a eu dans le cul, ça arrivait plein de fois avec Edoué, Dembélé, Hakimi et tout ça, et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de voir avec le Paris Saint-Germain. Et alors, c'est quelque chose que j'aime pas trop dire parce que j'arrête pas de dire mais non, c'est pas ça et tout, mais j'ai l'impression que la fatigue psychologique et physique a commencé à jouer. C'est-à-dire que là, Paris, ils ont tout donné pour moi face au Bayern. Ils ont tout donné face au Bayern. Et le truc, c'est que derrière, quand il y a eu le match contre le Real Madrid, il y a eu un énorme relâchement parce que le Real Madrid était une équipe amateur. Sur le terrain, franchement, ils ont été très mauvais. Et du coup, en fait, il n'y a pas eu cette intensité qu'on avait l'habitude d'avoir. Et du coup, Paris a peut-être perdu l'habitude de réussir à être... de voir une équipe face à eux qui presse comme l'a fait le Bayern et tout ça. Et peut-être, je vous dis qu'ils avaient laissé beaucoup d'énergie dans le match du Bayern. Alors les gens vont me rétorquer, ouais, mais Chelsea, ils ont fait la Coupe des Coupe des Confédérations, c'est ça, la C4, je crois. Donc c'est normal, ils étaient fatigués, etc. Eux aussi, ils ont fait plein de matchs. Certes, sauf que si vous vous rappelez bien, depuis le début de l'année, on se fout de la gueule de Chelsea parce qu'ils ont 90 joueurs professionnels et qu'ils sont capables d'aligner 3 équipes en championnat s'ils ont envie. Et quand on voit les équipes qui ont été alignées, il y a quand même peu de joueurs qui ont fait ne serait-ce que 3/4 des matchs qu'a fait Paris. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs de Paris qui sont à 60 matchs, voire peut-être même plus pour certains. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs à plus de 50 matchs dans l'équipe de Chelsea. Je me trompe peut-être, hein, attention, je me trompe peut-être. Et je veux vraiment pas justifier cette défaite par la fatigue, parce que c'est un argument que je ne veux pas entendre. Mais je pense quand même qu'il y a eu... ça a un tout petit peu joué. Il faut le reconnaître. Après, ce serait quand même se confondre en excuses, surtout que j'ai vu plein d'erreurs dont je vais parler là, notamment les placements. Alors regardez, sur cette action-là, c'est assez cramé. Le joueur part... alors attendez, c'est ici, je crois, voilà. Encore une fois, une erreur de placement assez incroyable à la 20e minute, qui va entraîner le but, je crois. Regardez, là, on a le joueur qui est ici. Regardez les défenseurs parisiens. Il y a Beraldo, qui vient juste d'essayer, tant bien que mal, d'arrêter le ballon, et qui a fait un taf... très bon, là on n'a pas eu de chance sur la relance, et regardez les défenseurs parisiens. Là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il couvre quoi en fait? Vous m'expliquez à quoi il sert là? Je comprends pas. Je ne comprends pas l'intérêt qu'il soit là. Là, éventuellement, un des deux pour couper la trajectoire de celui-là. Allez, on est d'accord. Mais là, Palmer, tranquillou. Hein? Et lui, tranquillou. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on fait une passe à Palmer. Et c'est ça, c'est Palmer, il marque un but comme ça, là. Il marque un but ici. Tranquille. C'est ça, non? Ou ici, je sais plus. Enfin bon, les deux joueurs sont démarqués. Les deux joueurs sont démarqués, les gars, comment ça se fait? Encore une fois, vous allez dire, ouais, mais Marco, il est chiant, il est exigeant avec les défenseurs. Putain, je suis pas exigeant, c'est la base, les gars. C'est la putain de base que je suis en train de demander. Marquer ton joueur, te positionner correctement sur le terrain. Ce que t'apprends en théorie quand t'as 12 ans et que tu débutes sur les grands terrains. C'est ça le principe, les gars. En moins de 11, on commence à t'expliquer le placement. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Je suis désolé. Alors après, là, je crois que c'est l'action sur le deuxième but. Si je dis pas de bêtises, t'as une perte de balle de Dembélé. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Une perte de balle de Dembélé à la 28e minute. Et regardez, Palmer, il part de là. Il est ici avec le ballon. Ça, vous allez le voir à plusieurs reprises. Hein. Il est là, donc il est avant la moitié de terrain, ok? Et il va jusque là, sans être inquiété. Il n'y a pas un défenseur. Il n'y a pas un joueur qui a été sur lui. Et il a fait le terrain tranquillou. Hein. Je suis pas en train de dire qu'il a cavalé comme une brute. Là, vous le voyez, on a les 3 défenseurs qui sont ici. On a ici toujours les 3 là. Il n'y en a pas un qui s'est dit que c'était peut-être une bonne idée de le mettre en difficulté, de l'obliger à faire une passe, ce qui peut conduire à une interception, etc. Il recule, je comprends pas. Vous avez peur du ballon, les gars, c'est pas une bombe, hein. C'est pas une bombe, hein. Et du coup, bah, Palmer, il va se poser gentiment et devinez ce qui va se passer. Et ben, but, regardez, hop, voilà. Palmer, il est là, il continue d'avancer, et puis bah il marque. Hein. Regardez, même là, il n'y a personne. Les 3 défenseurs, ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Expliquez-moi ce qu'ils font. J'aimerais comprendre, là. Regardez, ils ont servi à quoi, ici? Là, les 3, ils sont là. Éventuellement, lui, il marque un joueur. Là, les 2, tu te dis, bon, ils sont en train de cueillir des pâquerettes. Et ici, là, ils tirent. Il n'y a pas un putain de défenseur qui s'est dit « Ah, je vais peut-être essayer d'intervenir ». C'est une dinguerie, les gars. Vous êtes champion d'Europe. Vous êtes champion d'Europe. Et encore une fois, là, on arrive sur le truc dont j'ai parlé avant.
le Paris Saint-Germain s'est reposé sur ses milieux et ses attaquants pour gagner cette compétition européenne. Vous allez dire, ouais, mais les défenseurs, ils ont fait du taf et tout. Je dis pas qu'ils n'ont pas fait de taf, mais on a énormément de lacunes stratégiquement au niveau de la défense. Peut-être des joueurs qui sont pas confiants dans leur capacité à arrêter les joueurs, ou peut-être que la stratégie de Luis Enrique en défense a rien à voir avec celle des attaquants, parce que les attaquants, dès qu'il a l'adversaire à la balle, c'est foncer dessus pour l'arrêter, foncer dessus pour la récupérer. Là, les défenseurs, c'est reculer jusqu'à ce que les mecs puissent marquer. Parce que là, le but, on le donne. Il n'y a personne qui va sur Palmer. Il n'y a absolument personne qui va sur lui. Et je crois que Donnarumma pète un câble d'ailleurs. Hein. Et puis après, on a le début du 3e but que je note ici. Donc là, regardez, il part de là. Le joueur, il part de là. Donc encore une fois, toujours pareil, toujours le même placement. Avant même le milieu de terrain. Et il a été jusque-là, il n'y a pas un joueur qui a essayé de l'arrêter. Il n'y a pas un joueur qui est monté sur lui. Je vous dis, quand je vous parle de fatigue ou peut-être d'état d'esprit qui n'était pas bon, ça en fait partie. Parce que ici, tu peux aussi te dire qu'il y a peut-être des milieux de terrain qui peuvent revenir. Enfin, qui peuvent revenir et essayer de l'arrêter. On voit bien qu'il y a une... là, c'est un truc aussi qu'on a beaucoup parlé en début de saison dernière. C'est cet écart qu'il y a entre la défense et le milieu de terrain parisien. Et je trouve qu'ici, elle est assez flagrante. C'est-à-dire que, bon, on perdait 2-0, t'étais obligé d'attaquer, on est d'accord. Mais nos milieux de terrain, des fois, il y a Vitinha qui est un petit peu en relais, en premier récupérateur pour relancer l'attaque et tout ça. Là, il n'était pas là, il était en attaque. Et du coup, on voit nos 4 défenseurs, qui d'ailleurs, soit dit en passant, ne marquent personne. Hein. Nuno Mendes, il est là, l'attaquant, il est là. Là, lui, il est pépouze, tranquillou. Je crois que c'est peut-être Akibi ou son remplaçant qui est ici. Peut-être, je sais pas, peut-être Neves, j'en sais rien. Et là, pareil, on voit le placement de Marquinhos. Marquinhos, il est là pour dire « Je couvre le hors-jeu ! Je couvre le hors-jeu !» Voilà. Et lui, bon, bah, il est éventuellement, il peut l'arrêter, lui. Mais regardez, Neves, il fait sa course et il va jamais essayer de l'arrêter. Hop. Il arrive jusque-là, toujours pas emmerdé. Il va marquer, tranquillou. On est à 3-0. Et là, tu te dis, on est quand même dans une sacrée merde à 3-0. Mais on l'a déjà fait. On a déjà fait 2-0 face à City. On a remonté 4-2 en 20 minutes. Pourquoi pas dans l'idée? Pourquoi pas? Et je pense que on aurait peut-être pu s'en sortir si jamais ils n'avaient pas eu un putain de Sanchez qui a été incroyable. Parce qu'il a fait des arrêts. Là, je crois que c'est sur la tête de Neves. Il a fait des arrêts fous. En fin de première mi-temps et en début de deuxième mi-temps, en fait, il a plombé le moral des Parisiens. Il a plombé le moral des Parisiens en faisant énormément d'arrêts qui n'ont fait que celui-là aussi, en début de deuxième mi-temps, là, l'arrêt réflexe après la passe un peu chanceuse, je crois que c'est Dembélé qui fait ça. Voilà. Et là, je crois que c'est pareil. C'est... voilà, la défense regardez bien. On repart avec le ballon. C'est Palmer, je crois, qui a la balle ici. Désolé, la qualité d'image n'est pas forcément énorme. C'est Palmer qui a le ballon ici. Il va partir. Alors, regardez bien. Il n'y a personne ici, ok? Il y a 1, 2, 3 défenseurs. C'est 3 contre 2, d'accord? 3 contre 2. Tu te dis, là, théoriquement, lui, il pourrait aller sur le ballon. Lui, éventuellement, qui reste là pour essayer de couvrir la passe qui pourrait arriver ici, ça peut se faire, ok? Et ils vont aller jusque là. Regardez, ils vont parcourir du milieu de terrain à là, sans être inquiétés à un seul moment. Il n'y a pas un joueur qui va mettre un pied pour l'arrêter. Ils vont tous reculer. Je suis désolé, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre cette stratégie-là. Cette stratégie du « je vous laisse parcourir 40 mètres et je commence seulement à défendre quand on arrive dans les 16 mètres du gardien ». J'arrive pas à saisir. Est-ce que c'est une consigne de Luis Enrique? Est-ce que c'est les défenseurs qui puent la merde? J'en sais rien, mais c'est un problème pour moi. Et encore une fois, je suis pas en train de pointer du doigt un problème dans ce match. Je pointe du doigt un problème qui existe depuis le début de la saison. Vraiment, c'est un gros souci pour moi. Quand tu vois la différence avec la défense de Chelsea, regardez, là j'ai pris typiquement ici, tous les joueurs de Chelsea, là je crois que c'est Dembélé, il est pris par... Non c'est là Dembélé je crois, il est pris, c'est Barcola peut-être, il est pris par 2 joueurs ici, l'attaquant parisien est pris par 2 joueurs, là lui il est au taquet sur celui-là, et là lui il est prêt à empêcher, je crois que c'est Doué, désolé ça pixelise vachement de mon côté, je crois que c'est Doué qui il est prêt au taquet, si jamais il la passe, à intervenir. Et il va y avoir d'ailleurs une intervention, je vais pas le noter, mais c'est ici que la balle, il a essayé de la filer à lui, et finalement le gardien Sanchez la récupère. Mais t'as pas un joueur parisien qui est tranquille, ils sont tous marqués. Ils sont tous marqués. C'est ça la différence entre une équipe qui sait défendre et une équipe de Paris qui ne sait pas défendre, et qui joue uniquement en espérant que ses milieux et ses attaquants vont faire le boulot des défenseurs, parce que c'est ça la vérité. La vérité, elle est là. Elle est au fait que, effectivement, les défenseurs parisiens, c'est pas des branquignoles, ils sont pas mauvais, mais putain, le nombre de fois où on est sauvé parce que
80% des ballons qui devraient être interceptés par les défenseurs le sont avant, parce qu'on a des milieux éclatants et des attaquants qui font énormément d'efforts défensifs. C'est ça qui nous sauve. Je suis désolé, je le répète encore, et vous allez peut-être pas être d'accord, mais c'est ouf de voir la différence de niveau entre nos défenseurs là et les défenseurs, entre la stratégie défensive de Paris et celle de Chelsea. Elle est juste incroyable, quoi. Là, je crois que c'est alors une contre-attaque, encore une fois, avec Beraldo qui s'est chié dessus. Alors autant le Real, il a assuré contre le Real, autant là, ça n'a pas été terrible. Ah oui, je voudrais revenir là-dessus aussi. La faute qui a été... Le carton rouge qu'a eu Neves face à Coucou... J'ai plus de nom, je suis désolé. Je suis un peu fatigué, hein, je fais la review à 3 h du matin après le live. Je comprends qu'il sort le rouge, tu vois. Je comprends qu'il sort le rouge quand on voit ça. Par contre, putain, c'est incroyable. Lui, il a fait énormément de fautes qui n'ont pas été sifflées. Et ça, ce résultat-là, c'est l'agacement, certes, de perdre 3-0 à 84 minutes, mais c'est également l'agacement de voir le nombre de fautes qu'il a fait et qui n'ont pas été sifflées. Ici, là, je vais montrer l'obstruction. Alors, en fait, on ne voit pas parce que c'est évidemment pas en mouvement, mais en fait, les deux joueurs partent dans la même direction. Et Coucou, ou Kourou, on va l'appeler Coucou, d'un coup, il fait exprès de s'arrêter et de donner un coup comme ça. C'est-à-dire qu'il est là, il avance dans la même direction que Neves. Donc tu te dis, bon, bah, ils vont tous les deux vers le ballon. Et de dernier moment, il fait hop, et bam, il fait ça comme ça. Et ça, normalement, c'était sifflé avant. Et si c'était sifflé avant, Neves, il n'a pas à réagir énervé, à tirer les cheveux du joueur. Ce qui aurait jamais dû être fait, on est d'accord. Mais je comprends pas que lui, il n'a pas été sanctionné pour toutes les fautes comme ça qu'il a fait. Il en a fait plein dans le match, des trucs comme ça. Des fautes quand il avait pas le ballon, un petit fauchetage de joueur, un petit croche-patte. Vraiment, c'est incroyable de voir ce qu'il a fait pendant ce match-là et de voir qu'il a pas du tout été sanctionné. Moi, ça me dépasse, quoi. Et le carton rouge, bah, il est mérité, on mérite le carton rouge, mais je vous dis, normalement, l'arbitre, il aurait dû intervenir et empêcher ce genre de choses d'arriver. Vraiment, voilà, je voulais revenir un petit peu sur toutes ces actions-là qui m'ont marqué et qui m'ont vraiment extrêmement déçu. Franchement, l'attitude de Paris dans ce match n'est pas l'attitude que j'ai l'habitude de voir de l'équipe du Paris Saint-Germain, qui a laissé filer le match. Vraiment ultra passif. Ils l'ont été à quelques moments face au Bayern, mais il y a toujours eu des moments de révolte de la part de Paris. Et là, j'ai vraiment l'impression que le milieu de terrain, il a perdu la guerre. Il a perdu la guerre. La guerre du milieu de terrain a été gagnée par Chelsea, clairement. Et la guerre stratégique. La guerre d'esprit aussi, parce que le carton rouge de Neves, il fait partie de ça. Mais il y a eu une super stratégie de la part de Chelsea qui a très bien géré tous ses efforts et tout ça, et qui a fait que Paris a été désarçonné. Que ce soit l'attaque, où il n'y a pas eu vraiment de joueurs qui m'ont marqué dans le sens waouh, vous avez cartonné. Je trouve que Dembélé a été placé vachement bas par rapport à d'habitude. J'ai l'impression qu'ils ont voulu... Ils se sont dit, Chelsea va marquer Dembélé avec 2 joueurs au moins, donc on va excentrer un peu Dembélé. Il était quasiment en position de milieu, des fois de milieu défensif. C'était assez bizarre de le voir aussi bas sur le terrain. Surtout que c'est pas comme si on avait subi tout le match. On a pris beaucoup de buts en contre-attaque. Je crois que la majorité du temps, on a eu le ballon, la possession était à nous, mais j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un Dembélé qui était super bas. Même pas en milieu offensif, vous savez, vraiment très bas. Des fois, en dessous Vitinha, en dessous Neves et tout. C'est très bien parce que Dembélé, c'est un électron libre. Et il faut surprendre l'adversaire, et le meilleur moyen de le surprendre, c'est de changer à chaque fois de direction. Mais tu construis pas vraiment une attaque avec un Dembélé en milieu de terrain. Pendant que les autres joueurs... Voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé un petit peu dommage. Gvara était complètement esselé sur son côté gauche. Gvara a pas fait grand-chose, c'est pas pour rien qu'il a décidé de sortir Gvara plutôt que Doué. Même si Doué a pas été bon non plus, honnêtement, hein, Hakimi non plus. Ce qui confirme un peu ce que j'ai dit, puisque je parlais du fait que Chelsea a annihilé les points forts du Paris Saint-Germain, et en dehors de la maîtrise du ballon et du pressing qu'on fait bien, eh ben, il y a surtout les ailes, où on fait des mouvements latéraux de ballon avec un départ de Gvara, peut-être remplacé des fois, plutôt que Gvara, ça peut être Ruiz par exemple, ou Nuno Mendes qui se projette d'un côté, de l'autre côté c'est Doué et Hakimi qui enchaînent et tout ça, et en fait j'ai l'impression que les défenseurs de Chelsea, ils ont fait un taf incroyable pour empêcher justement le Paris Saint-Germain de pouvoir attaquer vers les côtés. Beraldo, c'était pas son match. Franchement, il a été très 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 mauvais. Marquinhos sans Pacho, bah voilà. Donnarumma, bah il a pas fait les arrêts qu'il fallait, mais c'était compliqué pour lui, donc on va pas lui jeter la pierre. Je vous dis, le problème pour moi, c'est là. En fait, le problème, c'est tout le monde, mais c'est principalement la défense qui a réussi à, avec le milieu de terrain et l'attaque, qui a éteint le feu, l'incendie problématique de la défense depuis quelques mois déjà, parce qu'ils faisaient un travail exemplaire de sape. Là, ils l'ont pas fait. C'est aussi un problème, mais ça a montré en fait les grosses lacunes défensives du Paris Saint-Germain et de nos défenseurs.
Est-ce que c'est les joueurs le problème ou est-ce que c'est la stratégie d'Enrique? Je ne sais pas. Pareil, là, les milieux de terrain, je peux les mettre tous dans le même sac. Hein. Ruiz, Neves, Vitinha, il y a eu l'entrée même à un moment donné de Zaïre Emery. Il n'y en a aucun qui a fait la différence. Il y a eu beaucoup de pertes de balles. Je vous dis, et il y a pas mal de moments, vous savez, le jeu en triangle qu'aime faire le Paris Saint-Germain, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. J'ai l'impression que des fois, il y avait vraiment non seulement des fois des erreurs de passe qui étaient vraiment invraisemblables, dans le sens où je les avais jamais vues avant au Paris Saint-Germain depuis ces 6 derniers mois, et il y a eu des moments d'incompréhension pendant lesquels il y avait un joueur qui faisait une passe et il partait en 1-2 et finalement on lui faisait pas la passe, ou inversement, il faisait la passe et l'autre il partait comme s'il avait fait un 1-2 et en fait il l'a pas fait au final. C'est arrivé un nombre incalculable de fois ça. Vraiment pour moi, là le match de Paris, Paris l'a perdu parce que Paris n'était pas en forme pour ce match-là. Et je veux pas que ça serve d'excuse, mais ce que je veux dire c'est que Paris a été mauvais et Chelsea a été extrêmement bon. C'est le cumul des deux. Je suis vraiment pas en train de dire que Chelsea a gagné par dépit. Vraiment, Chelsea a mérité cette victoire. Il n'y a rien à dire. 3-0, on s'est fait fumer. C'était pas notre match. Il fallait bien. Tu peux pas gagner tous les matchs de la saison. Et comme les compétitions comme ça se joue sur un match, bah tu le rates, t'es à game over. Tu le rates, c'est game over. Après, comme j'ai dit, je suis pas là pour dire du mal de nos joueurs. Ça entame absolument pas les compétences exceptionnelles qu'ils ont mis en jeu pendant toute cette saison-là. Et je voulais juste rajouter un truc, c'est que il y a plein de moments en fait où on m'a dit ouais Paris a gagné mais c'était pas mérité parce que Chelsea a enfin pas Chelsea mais parce que Liverpool a mal joué ce match-là, parce que Arsenal a mal joué ce match-là. Voilà, c'était genre des fois j'ai l'impression qu'on a gagné une Ligue des Champions et qu'on est arrivé en finale de Coupe du Monde parce que les équipes en face de nous étaient mauvaises. Genre même si elles étaient très bonnes, c'était pas leur jour. Et en fait non, Paris s'est arrangé à chaque fois pour déjouer l'adversaire et faire qu'il ne pouvait pas proposer son jeu. Ce qui fait que Paris avait l'impression d'être brillant et que les autres équipes avaient l'impression d'être nulles, alors qu'elles n'étaient pas nulles. C'est juste qu'on a annihilé leurs points forts. Et c'est littéralement ce qui s'est passé là. Chelsea a annihilé les points forts du Paris Saint-Germain et a mis en exergue leur problème, à savoir la défense complètement perméable. Et ça s'est vu ça. 3-0, 3-0, on aurait pu s'en prendre 4 hein, avec à un moment donné l'action où Berardo se chie dessus et Donnarumma il arrête le ballon avec sa jambe par réflexe, hein, voilà. Mais on peut féliciter Chelsea pour ce match-là, mais ça n'empêche que on finit quand même avec une saison magnifique que j'aurais aimé voir se conclure d'une autre façon. Après, encore une fois, je vais pas jouer les naïfs, hein, je vous le dis. Pour moi, cette Coupe du Monde des clubs, elle comptait. Hein. Tous les gens qui t'expliquent que c'est une coupe en bois, ils sont vraiment naïfs. Non, ils sont pas naïfs, ils sont hypocrites. Déjà, là, en général, les gens qui disent ça, c'est ceux qui la font pas. Hein, c'est les Barcelonais qui t'expliquent que c'est une coupe en bois. Parce que ça les arrange pas pour le ballon d'or de Yamal qui l'aura pas, etc. Mais maintenant, j'ai vu aussi des supporters parisiens, maintenant qu'on a perdu, dire c'est pas grave, c'était une coupe en bois. C'était pas une coupe en bois, les gars. Je comprends tout à fait, la C1 était énormément plus importante. Si j'ai le choix entre gagner une C1 et gagner la première Coupe du Monde des clubs, je préfère de loin gagner la C1. Parce que c'est un objectif qu'on a depuis 15 ans et qui nous échappait. Et je suis content d'avoir mis fin à cette disette. Parce que pour moi, la C1, elle reste quand même la compétition la plus forte, la meilleure, la plus jouée qu'on puisse espérer gagner en tant que club français. Parce que pour moi, le championnat anglais est peut-être plus dur encore que la Ligue des Champions. Mais ça, c'est un autre débat. Mais cette Coupe du Monde des clubs, elle avait une importance pour moi. On voulait la gagner et je pense que les joueurs voulaient la gagner aussi. Ils sont pas venus pour faire figuration. Et on l'a vu pendant tous les matchs, sauf celui-là, où vraiment j'ai eu un sentiment de Paris qui marchait, qui avait presque... Alors, je vais pas dire qu'ils ont pris les adversaires pour genre la victoire acquise, hein, clairement, même si quand tu gagnes contre le Real et que tu bats le Bayern, qui est pour moi la meilleure équipe à ce moment-là, ben on a fait le plus dur, mais ça n'empêche que en fait, le plus dur, c'était cette montagne qui était Chelsea et qu'on n'a pas réussi à gravir, avec peut-être des circonstances atténuantes, si on veut chercher des excuses. Je vous dis, ils ont 90 joueurs professionnels, donc ils ont fait tourner de façon assez phénoménale leur équipe, etc. Ils sont arrivés à la Coupe du Monde des clubs, ils ont fait quand même des matchs assez faciles. Je veux dire, ils n'ont pas joué le Bayern et le Real Madrid. Hein. De l'autre côté, c'était quasiment acté. Dès le début des huitièmes de finale, on savait, à part peut-être l'Inter qui pouvait s'en sortir et qui c'est pas le cas, donc Chelsea a eu l'autoroute. Mais une fois que l'Inter a été disqualifié, je crois que c'est en huitième, bah à partir de là, on était quasiment sûr que c'était Chelsea qui allait arriver en finale parce qu'il y a vraiment une classe d'écart entre Chelsea et les autres équipes qui étaient là. Mais personne n'avait vu Chelsea gagner. Et vraiment, ils m'ont surpris. L'équipe, elle est folle. Cette équipe, elle a été incroyable. Elle nous a menés par le bout du nez, et franchement, je pense que, vu qu'en plus, ils ont l'air d'être vachement jeunes, leurs joueurs, il y a quand même moyen qu'on les retrouve très régulièrement en C1, dans les quarts, les demi-finales, et peut-être même gagner la C1
à l'avenir, parce que je pense que cette victoire, elle n'est pas usurpée. C'est pas une chance sur un match qu'ils ont eu. Là, il y a vraiment un potentiel pour avoir une excellente équipe pendant les années à venir, et tant mieux, parce que ça fait de la concurrence en plus. Maintenant, le problème, c'est que ça a arrêté le Paris Saint-Germain de faire la saison parfaite. Maintenant, on pourra dire qu'on a fait une saison quasiment parfaite. Je sens que sur les réseaux sociaux, les Barcelonais du Poitou-Charentes, les Madrilistes de Libourne-Saint-Seurin et les Marseillais de Guingamp, ils vont nous expliquer à quel point Paris Saint-Germain est nul. Voilà, bon, c'est sûr qu'on peut que se réjouir des défaites des autres quand on n'est pas capable d'aller aussi loin nous-mêmes. C'est comme ça. Voilà. Mais c'est pas grave. Je vous dis, je suis pas blasé. Je suis un peu triste parce que j'aurais espéré la gagner. Mais on a fait une saison tellement bonne, on a ramené tellement de titres, et surtout celui qu'on attendait depuis des années, que cette défaite, c'est pas grave. C'est un petit caillou dans ma chaussure dans la chaussure de la saison 2025. Tant pis, mais c'est quand même une saison historique avec un Paris Saint-Germain légendaire, qui a été au bout et qui malheureusement a fait une petite rature sur la copie finale de cette saison. Ça n'empêchera pas que malgré tout ce que j'ai pu dire de négatif sur l'équipe, je suis quand même très satisfait de ce qu'ils ont fait, mais j'espère quand même qu'il y aura un chantier qui sera fait en défense, parce que pour moi c'est là le vrai travail à faire. Et c'est pas juste l'absence de Pacho qui a fait ça, parce que Pacho il joue de la même façon quand il est sur le terrain que le Beraldo. Bon, avec plus de succès, mais je veux dire les courses avec les attaquants qui vont du milieu de terrain aux 16 mètres de Donnarumma, ça c'est quelque chose qui existe aussi avec Pacho. Vraiment, il faut arrêter. Je voudrais vraiment votre avis là-dessus, parce que j'ai l'impression d'être seul à parler de ça, mais cette course vers l'arrière de nos joueurs, elle me dépasse, je ne la comprends pas. Et je voudrais savoir si vous avez d'explications, ou si vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème d'engagement quand je vois que nos attaquants, ils sont là à foncer sur les défenseurs pour les empêcher de relancer, et que nos défenseurs, eux, ils foncent vers Donnarumma pour lui dire « Attention, il y a un ballon qui va arriver pour toi parce que moi, je m'en occupe pas. » Vraiment, j'aimerais votre avis là-dessus pour savoir si je suis seul dans cette situation-là, parce que moi, j'ai été formé en tant que défenseur central dans les années 90, donc forcément, moi, on m'a pas appris ça, hein. Clairement, on m'a pas appris à reculer, hein. Nous, on allait au contact, les gars, hein. Et je suis assez surpris qu'aujourd'hui, eux, ils y aillent pas. Surtout qu'on a vu que Chelsea, eux, ils y allaient. Puis vous avez vu les images que j'ai mis où on voit... c'est ça qui me rassure un petit peu sur ma compréhension du football aujourd'hui. C'est quand je vous montre l'image avec Chelsea et sa défense, où il y a vraiment la ligne de 4, avec les joueurs qui sont marqués par les défenseurs de Chelsea, et nous, nos défenseurs qui sont un petit peu en mode random, on se pose sur le terrain ici sans vraiment raison valable. Voilà, ça me conforte dans le fait que non, j'ai pas tort, et que c'est Paris qui n'a pas la bonne stratégie en défense. Mais encore une fois, si Paris s'en est sorti, c'est parce qu'ils ont eu un milieu d'attaque qui a été irréprochable toute cette saison, et que là, le milieu et d'attaque, ils ont fait défaut, ce qui a fait qu'on a pu voir les grosses lacunes défensives de Paris, ce qui a mené à un 3-0 très mérité. Bravo à Chelsea, et bravo au Paris Saint-Germain pour cette saison, malgré tout, qui se termine, et où on va pouvoir faire une petite pause. Voilà, je pense que j'ai fait une review très longue du match, que je me suis focus sur pas mal de points négatifs, alors qu'il y a eu quand même eu quelques belles choses, mais... Encore une fois, c'est un grain de sable dans la chaussure du Paris Saint-Germain sur cette saison 2025 quasiment parfaite. Donc c'est pas ce qu'on retiendra, c'est pas cette finale que je retiendrai. Hein, je me rappellerai plus du 5-0, du 4-2 contre City, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire, parce qu'on voit pas les mêmes choses, vous avez peut-être un avis différent, et je serais curieux de le connaître. Hein. Et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, si jamais vous avez été au bout de la vidéo, mettez un petit Beraldo, hein. Pour pas oublier qu'il était sur le terrain, on l'a senti quand même, hein, voilà. Ça me fera plaisir et ça m'aidera au référencement. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!